Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, série de vidéos qui retrace l'histoire du basket à Chicago. Aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine March Madness, nous allons nous pencher sur une université de Chicago qui a écrit l'histoire de ce tournoi de bien des façons lors de l'édition 1963, les Ramblers de Loyola. Et afin de bien comprendre comment cette équipe a réussi non seulement à créer l'exploit en 63, mais aussi à écrire l'histoire tout court, il est important de se remettre dans le contexte de l'époque. George Ireland, l'entraîneur des Loyola Ramblers depuis 1951, est fatigué de voir son équipe enchaîner les défaites. Et pour régler ça, il décide de briser l'un des plus gros tabous de l'époque. Dans une Amérique divisée par la lutte pour les droits civiques et où la ségrégation et les violences faites aux personnes de couleur battent leur plein, il existe une règle non officielle dans le basket universitaire, à savoir une limite sur le nombre de joueurs de couleur par équipe qui peuvent être alignés sur le parquet en même temps. 2 à domicile, parfois 3 à l'extérieur avec l'accord du coach adverse ou quand le match est plié. Mais George Ireland, dont le seul souhait est d'enfin faire gagner son équipe, décide lors de la saison 61-62, et malgré les nombreuses critiques et même menaces qui s'abattent sur lui, d'installer 3 joueurs de couleur dans son 5 de départ, le capitaine Jerry Harkness et les intérieurs Les Hunter et Vic Rose. D'autant que chacun d'entre eux a un impact important sur les succès de l'équipe. Harkness est le meilleur scoreur, Hunter a le meilleur pourcentage d'adresse, et Rose domine les rebonds. L'équipe pratique un style de jeu rapide et agressif avec un pressing tout-terrain et des paniers en transition. Ils vont inscrire 90,2 points par match cette saison-là, ce qui est encore à ce jour la quatrième meilleure marque de l'histoire de Loyola. Tandis que les succès s'accumulent. Avec 5 victoires pour débuter la saison, Loyola surprend et plusieurs de ses matchs à domicile sont délocalisés au Chicago Stadium pour pouvoir accueillir plus de monde. Au final, l'équipe signe un bilan de 21 victoires et 3 défaites et obtient son ticket pour le National Invitation Tournament, souvent considéré comme plus important que le tournoi NCAA jusqu'au milieu des années 50, mais qui deviendra au fil du temps une sorte de consolante. Malgré tout, Loyola tente le coup à fond, mais s'incline en demi-finale face à Dayton. Une défaite qui va pousser George Ireland à encore plus bousculer les mœurs de l'époque et tenter l'impensable. Lors du match pour la troisième place, il aligne un quatrième joueur de couleur dans son 5 de départ, l'arrière Ron Miller, ultra talentueux mais dont les minutes étaient extrêmement limitées à cause de cette règle qui limitait le nombre de joueurs de couleur sur le parquet. Loyola remporte ce match pour la troisième place et George Ireland entend bien reconduire ce 5 de départ pour la saison 62-63 malgré les nombreuses menaces qu'il reçoit de la part du Ku Klux Klan et autres organisations pro-ségrégation. Il subit également les moqueries d'autres coachs universitaires qui justifient l'absence d'Ireland des banquets annuels des coachs en prétextant qu'il était parti repérer de jeunes joueurs en Afrique. Ambiance. Le 1er décembre 1962, pour le début de la nouvelle saison NCAA, Ireland aligne comme prévu 4 joueurs de couleur dans son 5 de départ et Loyola va tout simplement fracasser la concurrence. Une victoire de 56 points lors de ce match d'ouverture, une autre de 54 points 2 jours plus tard, puis une de 50 points la semaine suivante. Loyola atomise tout ce qui se met en travers de sa route, grâce à son jeu agressif, sa défense étouffante et une attaque rapide comme l'éclair, avec plus de 105 points inscrits lors de chacun des 6 premiers matchs de la saison. L'équipe n'atteindra les 100 points qu'une fois lors des 8 matchs suivants, mais ça ne les empêche pas d'aligner les victoires. À domicile comme à l'extérieur, personne ne résiste au rouleau compresseur que sont devenus les Ramblers. Après un succès en prolongation à Marquette, ils portent leur bilan à 21 victoires, 0 défaites. Cette première défaite arrive sur le parquet de Bowling Green au match suivant, 2 semaines avant un déplacement à Houston qui va faire grand bruit. Mis au courant de l'accueil qui va leur être réservé dans cet État du Sud extrêmement radical sur la question des droits civiques, où les drapeaux des confédérés sont à toutes les fenêtres et où le fondateur même de l'université de Houston déclarait que jamais une personne de couleur ne mettra les pieds sur son campus, les joueurs de Loyola n'ont pas franchement envie de se rendre là-bas et font part de leur intention de déclarer forfait avant que George Ireland n'arrive à leur faire changer d'avis. Loyola se rend finalement à Houston et s'y impose de 4 points dans une ambiance surchauffée où les insultes et les objets lancés sur le parquet ne connaissent aucune interruption. Plusieurs joueurs, dont Harkness ou Miller, diront des années plus tard avoir eu la peur de leur vie ce soir-là, qu'ils n'avaient jamais vécu quelque chose de similaire, mais qu'ils en sont ressortis grandis. Loyola va finir la saison sur un fabuleux bilan de 24 victoires, 2 défaites, et participe pour la première fois de son histoire au tournoi NCAA, qu'on ne surnomme pas encore la March Madness. Et pour le premier match de son histoire dans ce tournoi, Loyola ne fait pas semblant, en pulvérisant Tennessee Tech 111-42, soit 69 points d'écart,
ce qui reste à ce jour comme la plus large victoire de l'histoire de ce tournoi. Un match pour l'histoire donc, mais loin de l'être autant que le match suivant face à Mississippi State, dans ce qui sera appelé par la suite The Game of Change. L'équipe de basket de Mississippi vient de remporter son 4e titre en 5 ans dans la conférence Southwestern, et pourtant, ils n'ont participé à aucun tournoi final NCAA sur la période. La raison? Le Mississippi est un état phare de la ségrégation et les actes de racisme y sont monnaie courante. Il existe même une autre règle non officielle, mais fortement appuyée par le gouverneur de l'État, interdisant toute équipe sportive du Mississippi à jouer contre une équipe où il y aurait ne serait-ce qu'un seul joueur de couleur. Mais en 1963, alors que les mouvements concernant les droits civiques s'intensifient, les choses changent petit à petit et l'entraîneur de l'équipe, ainsi que l'ensemble des joueurs et le président de l'université, annoncent leur intention de se jauger face à d'autres équipes et veulent participer au tournoi NCAA. Une annonce qui va provoquer de nombreux tumultes. L'affaire va faire grand bruit et après plusieurs réunions au Sénat et l'intervention de politiciens influents mais surtout très portés sur la ségrégation, le gouverneur du Mississippi interdit purement et simplement à l'équipe de quitter le campus. Afin de se rendre dans le Michigan où doit se tenir le match le lendemain, l'équipe décide d'envoyer les remplaçants et l'entraîneur assistant à l'aéroport, une sorte de leurre, pour voir s'il y a un risque sur place que quelqu'un les empêche de partir. Mais quand les remplaçants croisent un policier qui leur dit qu'il fermera les yeux, ils appellent le reste de l'équipe qui les rejoint et ils peuvent finalement se rendre au match. Une fois là-bas, devant plus de 12 000 personnes, la poignée de main dans le rond central entre Jerry Harkness, capitaine des Ramblers de Loyola, et Joe Gould, le capitaine des Bulldogs de Mississippi, est bien plus symbolique que le match lui-même. Quand j'ai vu tous les flashs des photographes au moment de cette poignée de main, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un match et qu'on était en train d'écrire l'histoire, expliquait Harkness de nombreuses années plus tard. Loyola s'imposera 61-51 avec notamment 20 points d'Harkness et 19 rebonds de Vic Rose, et ce match gardera ce surnom de match du changement. À leur retour dans le Mississippi, les Bulldogs sont accueillis et acclamés par plus de 1700 personnes à l'aéroport, puis l'université enregistrera son premier étudiant de couleur à l'été 1965, signe que les mentalités commenceront à évoluer. Pendant ce temps, Loyola continue son parcours en battant Illinois, autre fac de Chicago, pour se qualifier pour le Final Four, où Duke les attend de pied ferme. Et malgré leur statut de deuxième meilleure équipe du pays, Duke va mordre la poussière, 94-75, face à une équipe de Loyola intenable, qui atteint donc la finale NCAA pour sa première participation au tournoi. Face à eux, la terrible équipe de Cincinnati, qui a remporté les 2 tournois précédents et vise un triplé historique car personne n'a encore réussi cet exploit dans le monde universitaire. Un match qui lui aussi va marquer l'histoire dès le coup d'envoi puisque 7 joueurs de couleur sont présents dans les 2 5 de départ, ce qui est du jamais vu pour un match diffusé en antenne nationale. 19 000 personnes sont présentes à Louisville, Kentucky pour cette finale où Cincinnati est le grand favori, ce qui va rapidement se confirmer avec un début de match tonitruant des Bearcats, tandis que Loyola est en panne d'adresse, débutant la finale par un vilain 1 sur 14 au tir. Cincinnati prend 8 points d'avance à la pause, puis jusqu'à 15 points d'avance, 45-30, avec une quinzaine de minutes à disputer. Les Ramblers ont du mal, notamment Harkness, mais quand il ouvre enfin son compteur à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, l'équipe retrouve confiance et signe un gros run pour revenir dans le match. Il ne reste que 12 secondes au chrono et Loyola est mené d'1 point quand Harkness fait faute volontairement sur Shingleton pour l'envoyer au lancer, lui qui en rentre 95% sur sa carrière universitaire. Il inscrit le premier, sachant parfaitement que s'il met le deuxième, il donne le titre à son équipe, car en l'absence de ligne à 3 points à cette époque, Loyola n'aurait pas l'opportunité d'égaliser s'il donne 3 longueurs d'avance à son équipe. Shingleton prend son temps, mais manque sa tentative, laisse Hunter sécurise le rebond, et Harkness file inscrire un jumper mi-distance pour égaliser à 54-54 et envoyer les 2 équipes en prolongation dans un vacarme assourdissant. On dispute 5 minutes de plus, pendant lesquelles Loyola mène au score pour la première fois du match, mais Cincinnati égalise à 58-58 avant la dernière minute de jeu. Les 2 équipes temporisent et jouent la montre à chaque possession jusqu'à la dernière seconde. La dernière offensive est pour Loyola, qui fait tourner et attend le bon moment. À 5 secondes du terme, Harkness part ligne de fond, ressort la balle pour un shoot ouvert de Les Hunter mi-distance. Son shoot rebondit sur le cercle, mais Vic Ross avait anticipé et réussi une claquette main gauche avec la planche sur le buzzer. Malgré seulement 27% au shoot ce soir-là, Loyola s'impose 60-58 en prolongation
contre le double champion en titre et écrit l'histoire du basket universitaire. Plus incroyable encore, les 5 titulaires des Ramblers ont disputé l'intégralité de la rencontre. Aucun d'entre eux n'est sorti une seule seconde. De quoi justifier que chacun d'eux ait vu son numéro retiré par l'université par la suite. Le 11 du meneur John Egan, le 15 de Jerry Harkness, le 40 de Vic Rawls, le 41 de Les Hunter et le 42 de Ron Miller. Acclamés à leur retour à Chicago, les joueurs de Loyola vont vite se rendre compte de leur impact dans l'histoire. De plus en plus de coachs ont commencé à mettre l'accent sur le recrutement de joueurs de couleur et à les aligner ensemble sur le parquet, à l'image des Texas Western qui remportera le titre NCAA en 1966 avec 5 titulaires de couleur face à un 5 de départ uniquement composé de joueurs blancs. Quant aux joueurs eux-mêmes, ils ont pris confiance en eux et dans le fait qu'ils allaient avoir une opportunité de montrer leur qualité. Les Hunter déclarera quelques années plus tard que désormais, les joueurs sont choisis en fonction de leur talent et plus uniquement en fonction de leur couleur de peau, ce qui marque un vrai changement pour l'époque. Aujourd'hui encore, Loyola est la seule équipe universitaire de Chicago, et même de tout l'État de l'Illinois, à avoir remporté le titre NCAA. C'était le 23 mars 1963, 60 ans jour pour jour, avec la publication de cette vidéo faite en leur honneur. En 2013, à l'occasion du 50e anniversaire de cet événement, un match a eu lieu entre Loyola et Mississippi pour la première fois depuis la confrontation en 1963. Puis Barack Obama, alors président des États-Unis, avait invité les joueurs encore en vie de cette équipe à la Maison-Blanche. L'équipe a ensuite été intronisée au Hall of Fame du basket universitaire la même année. Une juste récompense pour cette équipe qui fut surnommée l'équipe qui a changé les couleurs du basket universitaire. Ainsi se termine ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition des Windy City Stories.